Ok, nous allons continuer. Premièrement, que Dieu vous bénisse parce que j'ai pu obtenir de vous beaucoup d'encouragement et beaucoup de soutien. Alors, à vous tous, épouses de Jésus-Christ, en particulier certains de mes amis, je vous remercie. Alors, nous allons sans plus tarder continuer sur notre sujet. Maintenant que nous avons vu euh, ce que la nature et les contraintes des prophètes, nous allons entrer maintenant dans notre langage quotidien parce que nous voulons parler de la poussière de la terre. Il faudrait savoir quelle est notre compréhension de la poussière, ce que nous appelons poussière. Et si vous prenez un dictionnaire, le Larousse français ou le Grand Robert français, vous pourrez retrouver toutes ces définitions qui sont devant vous. Ainsi, commençons par la première définition pour que nous puissions nous-mêmes comprendre ce que nous appelons poussière et comparer si cela est ce dont il s'agissait dans les Écritures précédentes que nous avions lues. La première définition dit particules très fines qui se détachent de divers matériaux sous le fait de choc ou de déflagration. Voyez-vous, si nous prenons l'image qui suit, nous voyons que ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de forer le mur avec sa foreuse. Il est en train de créer un choc sur le mur qui dégage de la poussière. C'est ce que, et vous voyez, lui-même, il porte ce que nous appelons un cache-poussière. Pourquoi? Parce que la première définition, notre compréhension contemporaine du mot poussière, ce sont des très fines particules qui se détachent de matériaux divers sous le fait de choc ou de déflagration ou une explosion. Mais dans le cas de ce monsieur, il est en train d'appliquer un choc sur le mur, il est en train de le forer et il se dégage de très fines petites particules de matériaux. Le matériel qu'il est en train de forer peut être du plâtre ou du ciment, mais peu importe, avec sa fraise ici, cela génère ou dégage des petites particules de matériaux qui se trouvent ou qui composent ce mur. Si on poursuit, on peut aussi voir que un menuisier qui couperait du bois avec sa scie électrique, il est en train de faire ou de créer un choc sur le bois avec sa scie qui génère des débris, des fines particules de bois qui se dégagent. Vous voyez ici des fines particules de bois qui se dégagent. Et notre langage courant appelle cela de la poussière, ou plus précisément de la poussière de bois. Ici, on pourrait dire de la poussière de ciment ou de la poussière de plâtre. Mais si nous prenons la troisième image, nous pouvons aussi voir qu'on peut aussi avoir de la poussière de métal. Ce monsieur avec sa scie électrique à métaux, il est en train de couper ce tube en métal et il y a des étincelles qui en jaillissent. Et si vous regardez, si vous allez dans son atelier ou si vous avez été dans un atelier d'ajusteur, vous trouverez qu'au bas, il y a des petits grains, des petites particules de fer qui se dégagent à chaque fois que l'on scie un métal. Voyez-vous, et que par la première définition ici, n'importe quel matériel qui est réduit en très fines particules suite à un choc peut être appelé et est appelé poussière. Maintenant, prenons la deuxième définition. Qu'est-ce qu'elle dit? Terre desséchée réduite en particules très fines. Voyez-vous? Terre desséchée réduite en particules très fines et très légères. On peut parler d'un tourbillon de poussière. Qu'est-ce que c'est? On peut prendre cette image de ce monsieur, il prend une poignée de terre desséchée. Voyez-vous, c'est ce que dit, c'est ici, terre desséchée réduite en particules très fines, très légères. Et quand il laisse couler, lorsqu'il laisse tomber, on voit qu'il y a des très petites fines particules de sable, de terre desséchée qu'il y a dans ses mains, et nous appelons cela poussière. C'est ça notre compréhension du mot poussière. Lorsque, par exemple, nous prenons la troisième définition, elle dit quoi? Fin débris en suspension dans l'air qui se dépose. On peut parler de flocons de poussière.
Qu'est-ce que c'est? On peut prendre par exemple cet enfant, il souffle sur un livre qui a été entreposé longtemps quelque part dans une étagère sur une table de bureau que personne n'a fréquenté pendant un moment. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des fins débris, des fines particules, des fins débris qui se sont détachés de n'importe quoi, de sable, de terre, de quoi que ce soit, qui étaient en suspension dans l'air et qui se sont déposés sur ce livre. Et cet enfant qui veut utiliser cela, il souffle, qu'est-ce qu'il fait? Nous disons qu'il est en train dépoussiérer ou d'épousseter ce livre et c'est ça que nous appelons de la poussière. Si nous prenons le cas de nos sœurs qui font le ménage ou carrément de nous-mêmes quand nous voulons nettoyer une table, un sol, après qu'on l'ait utilisé, alors nous constatons que que nous voyons ici, ça peut être de la poussière de foufou, de la poussière de farine, de la poussière de quoi que ce soit, mais en d'autres termes, ce sont quoi? Des fins débris qui étaient en suspension dans l'air, qui se sont déposés. On parle de flocons de poussière. Et bien sûr, finalement, lorsque l'on regarde, ou bien même quand on fait le ménage, nos épouses, nos sœurs, nous-mêmes, quand nous faisons le ménage, nous réunissons avec le balai ce que nous appelons de la poussière. En fait, ce sont des fins débris de terre qui étaient desséchés, qui se sont retrouvés dans nos chaussures, que nous avons emmenés. Ça pouvait être des fines particules qui étaient dans l'air qui se sont déposées. Ça pouvait être une salle où on a fait des travaux, on a foré les murs, on a coupé du bois, on a coupé du métal. Et lorsqu'on nettoie, dans notre jargon, on appelle cela de la poussière. Voyez-vous, est-ce que c'est de ça que le serpent se nourrit? Parce que la Bible a dit, parce que tu as fait cela, et on a changé la gastronomie du serpent pour qu'il se nourrisse de la poussière. Est-ce que c'est de ça que le serpent devait se nourrir? Est-ce que c'est de ça qu'Adam est fait? Puisqu'on a dit d'Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Lorsqu'on a dit d'Adam qu'il était poussière, il était cette fine partie de terre desséchée. Est-ce que c'est ça la compréhension du mot poussière que nous devons avoir dans la Genèse? Et lorsque l'on parle de la poussière, l'homme est fait de la poussière de la terre. Devons-nous comprendre que ce sont des copeaux de métal ou des copeaux de bois ou bien d'une poussière qui se détacherait sous l'effet de choc de divers matériaux? Et si finalement nous rentrons dans le domaine religieux, si vous posez la question à quelqu'un, c'est quoi la poussière de la terre? Il va vous dire, bah, la poussière de la terre, c'est la terre. Ou carrément, il va prendre une poignée de terre, il va sortir dehors, il va ramasser une poignée de terre et il va venir vous la montrer. Il dit, voici la poussière de la terre. Adam est fait de ceci. Il vous présentera ça dans ses mains. Voyez-vous, c'est ça la compréhension que nous avons du mot poussière. Et c'est ça que nous nous étions efforcés de vous dire dans la vidéo précédente, puisque ceci est la deuxième partie faisant suite à la première partie qui a été upload précédemment. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, en voyant la création, en voyant Dieu manipuler les choses, a appelé cela poussière. Et notre compréhension de la poussière d'aujourd'hui, c'est ça. Ce sont tous ces différents exemples que nous vous avons donnés. Mais déjà que si nous partons avec notre compréhension contemporaine, du mot poussière, l'homme n'est pas fait de ces débris en suspension qui se sont détachés de divers matériaux sous l'effet de choc. Il n'est pas fait de ces fins débris-ci. Il n'est pas fait, c'est pas ça le mot poussière de la terre. C'est pas ça que cela signifiait. L'homme n'est pas fait de cela. L'homme n'a pas mangé, le serpent ne mange pas de la poussière, le serpent ne mange pas de la terre, voyez-vous? Cela pose déjà un problème que notre compréhension du mot poussière, ce n'est pas ce qui est la révélation de la parole. Alors, avant de parler de la poussière de la terre, il faut parler premièrement de la composition de la terre. Tu veux parler de la poussière de la terre, alors commence d'abord par parler de la terre. Et lorsque nous commençons par parler de la terre, qu'est-ce qui se passe?
Laissez-moi vérifier, OK. Lorsque nous parlons de la poussière de la terre, nous voulons parler de la terre premièrement. Prenons pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Regardez, parfois je mettrai de lire les dates, les paragraphes. Ce n'est pas fait sciemment. Vous devez simplement regarder. Même si je dis que c'est prêché le 27 septembre 59. Non, non, non. C'est prêché le 27 septembre 58. Donc, il faut toujours que vous puissiez avoir confiance en ce qui est écrit, parce que parfois on peut trébucher. Et même si je ne cite pas le paragraphe est celui-là. Alors parfois nous nous efforcerons de le faire. Et si nous ne le faisons pas, c'est pas parce que nous voulons sauter quoi que ce soit, mais étant donné que les écritures et les cotations sont déjà devant vous, alors il ne serait pas nécessaire peut-être et à chaque fois de vous dire prêchez le 27 septembre 58. Non, je dirais simplement pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et j'irai vite ainsi de suite. Or, la Bible dit que Christ était l'agneau de Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement. Et alors, si certains d'entre vous ne sont pas là demain pour entendre la fin, la Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation. Pas vrai? La fondation du monde, pas vrai? Quand a-t-il été immolé? Dès la fondation. Voilà le monde. S'il a été formé de fragments d'atomes qui se sont détachés du soleil là-bas avant qu'il ne soit ce qu'il est. Voyez-vous? Déjà ici, nous comprenons que la Terre est formée de fragments d'atomes qui se sont détachés du Soleil là-bas avant qu'il ne soit ce qu'il est. Voyez-vous? Donc la Terre dans laquelle nous vivons, la Terre de laquelle nous sommes formés, est un morceau d'atome venu provenant du Soleil. Pourquoi le frère Branham dit que cette Terre est un fragment d'atome qui s'est détaché du Soleil? C'est parce que lorsque vous observez la Terre qui est sortie de ce grand Soleil que vous voyez, cette planète bleue où nous vivons, le frère Branham dit, ce n'est une poignée d'atomes, un fragment d'atome qui s'est détaché du Soleil. Pourquoi? Parce que si vous comparez la masse de la Terre qui est ici par rapport à la masse du Soleil, par rapport au diamètre du Soleil, vous découvrirez que la Terre entre 119 fois dans le Soleil. Donc la Terre, c'est le 119e du Soleil. C'est là que le frère Branham a dit, voilà le monde, s'il a été formé de fragments d'atomes qui se sont détachés du Soleil avant qu'il ne soit ce qu'il est, alors, avant même qu'un atome ne soit fragmenté dans le Soleil, donc, nous comprenons aussi que par là, dans le Soleil, il y a des atomes qui se fragmentent et dans la Terre n'est qu'un fragment qui en est sorti. Et le frère Branham continue disant que avant même qu'un atome ne soit détaché, ne soit fragmenté dans le Soleil, il dit ceci est un météore qui s'est détaché du Soleil. Cette Terre que vous voyez ici, c'était un météore qui s'est détaché de ce grand Soleil. Cette Terre que vous voyez, qui est tout minuscule ici, vous voyez, on a écrit en anglais Earth, qui signifie Terre. Cette Terre que vous voyez, est un petit fragment, un météore qui s'est détaché du Soleil. C'est quoi un météore? En fait, généralement, parfois, la nuit, dans une nuit bellement étoilée ou dans une nuit étoilée, comme l'image qui est devant vous, parfois on peut observer une traînée blanche qu'on appelle généralement une étoile filante. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un météore, mais parce qu'elle laisse une traînée blanche, on appelle ça une comète, et la traînée blanche est due à certains matériaux ou à certains atomes qui se trouveraient ici, et dont la réaction chimique, en passant près de notre atmosphère,
crée cette traînée blanche qu'on appelle comète. Voyez? Et lorsqu'on a un même caillou, ça peut être le même caillou d'une composition différente, qui est presque en flottaison dans l'espace, nous appelons cela un astéroïde. Et lorsque la taille de celui-ci est tellement petit, nous appelons cela un météorite. Et lorsque cela laisse une traînée blanc jaunâtre dans le ciel que vous pouvez voir ici. C'est ce qu'on appelle un météore. Donc la Terre qui laissait une traînée jaunâtre, c'est-à-dire qu'elle était en feu, ce n'était qu'une poignée d'atomes, un fragment d'atomes qui s'est détaché du Soleil pendant, avant que celui-ci ne soit ce qu'il est. Donc, nous comprenons déjà par l'écriture de la parole que la Terre était une boule de feu, un amas, un fragment d'atome qui s'est détaché du Soleil et qui, en s'éloignant du Soleil, s'est refroidi jusqu'à former la planète que nous avons aujourd'hui. Maintenant, il convient d'expliquer parce que certains d'entre nous n'ont peut-être pas fait les humanités scientifiques et déjà l'appréhension du mot atome est quelque chose dont ils ne peuvent pas pleinement avoir la compréhension. Parce que le frère Branham dit, voilà ce monde, voilà le monde, s'il a été formé de fragments d'atomes qui se sont détachés du soleil là-bas, alors nous voulons voir d'abord l'atome, c'est quoi? Afin que la compréhension de tout le monde soit mise au même niveau, nous allons faire un petit exercice avec vous. Prenons quelqu'un d'1,88 m, il peut aussi mesurer 1,20 m, 1,10 m, peu importe. Prenons les deux messieurs. Alors, nous allons premièrement commencer par réduire l'homme de droite ici, pour moi de droite, pour vous de gauche peut-être, à 1 m jusqu'à ce qu'il mesure 1 m. Nous atteignons ce que nous appelons le facteur 1, c'est-à-dire qu'il a 1 m de haut. Maintenant, nous allons commencer à réduire cet homme jusqu'à vous donner la préhension ou la compréhension de ce que nous appelons un atome. Voyez-vous, maintenant qu'on a cet homme au facteur 1, c'est-à-dire 10 exposant 0, si on réduit cet homme-là, celui-ci que nous avions réduit ici, maintenant, si on le réduit 100 fois, il atteint la taille d'une abeille. Nous écrivons 10 exposant moins 2, c'est-à-dire 2 rangs après la virgule, 0,01. C'est 10 exposant moins 2. Donc, pour quelqu'un qui mesurait votre taille comme vous et moi, qu'on aurait réduit au facteur 1 et qu'ensuite qu'on aurait réduit 100 fois, on aurait la taille d'une abeille. Mais on est très loin d'un atome parce que cette abeille est visible à l'œil nu et il est fait de quelque chose. Maintenant, poursuivons. Si nous réduisons cette personne de 10 encore, nous atteignons un facteur 10 exposant moins 3, c'est-à-dire 3 rangs après la virgule, 1000 fois plus petit que la position d'origine, que le facteur 1. On descend à 10 moins 3, 10 exposant moins 3, on atteint l'épaisseur de l'angle, ou bien on a la taille d'un grain de poivre. Voyez? Mais là encore, nous sommes très loin de ce qu'on appelle un atome. Descendons encore 10 fois plus, à 10 000 fois plus petit. À cette échelle, nous sommes 5 fois plus petits qu'un grain de sel. Voyez-vous, un grain de sel qui est là serait comparé à un géant bloc et nous serions 5 fois plus petits. Pourquoi? Parce qu'on aurait été réduit 10 000 fois à partir du facteur 1. Voyez-vous? Et si nous descendons encore de 10 fois moins, c'est-à-dire qu'on est réduit à moins 100 000 fois de notre taille d'origine, nous atteignons ce qu'on appelle la taille d'un grain de pollen. Et les graines de pollen sont de différentes tailles, de différentes formes. Elles ont pratiquement la même épaisseur, mais elles sont de formes variées du fait qu'elles proviennent de fleurs variées. Et qu'est-ce que c'est qu'un grain de pollen? C'est ce que l'abeille va bitumer lorsqu'il va
collecter le pollen pour faire le miel. Et tous ces petits grains jaunes qui se sont attachés sur les poils de l'abeille, vous pouvez voir ce minuscule petite chose, c'est ce qu'on appelle un grain de pollen. Elles sont de diverses tailles, de diverses formes, en fonction de la fleur d'où elles ont été bitumées par l'abeille. Et à cette échelle, réduite de moins 10 000 fois, on peut se tenir debout sur l'antenne d'une fourmi. Si vous avez déjà vu une photo gros plan d'une fourmi, vous découvrirez qu'une fourmi a des antennes. Et si nous sommes réduits à 10 000 fois plus petits, nous pouvons à 100 000 fois plus petit, nous pouvons nous tenir carrément sur l'antenne de cette fourmi. Ici, on est à 100 000 fois 5 rangs après la virgule. Mais on est très loin de l'atome parce que les antennes de cette abeille sont faites, de cette fourmi, sont faites de quelque chose. De la même manière que le pollen qui est sur cette abeille est fait de quelque chose. Et si nous descendons cette fois-ci à 10 exposant moins 6, c'est-à-dire 1 million de fois plus petit, ayant la taille d'une bactérie. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on devient? On aurait la taille de ce que vous voyez ici. Les bactéries, certaines sont utiles au corps et certaines sont dangereuses pour le corps. Comprenez une bactérie comme un microbe, voyez-vous? Et à cette échelle, on ne peut pas voir une bactérie si ce n'est qu'à l'aide de puissants microscopes qui nous permettent de zoomer jusqu'à voir la structure de cette bactérie. Mais lorsque vous observez cette bactérie, elle est faite de quelque chose. C'est un minuscule organisme vivant qui est fait de matériaux de la vie que nous appelons des atomes. Alors, descendons cette fois-ci à moins 100 millions de fois. Parce qu'ici, nous étions à 1 million, 10 exposant moins 6. Maintenant, nous descendons à 10 exposant moins 8, c'est-à-dire moins 100 millions de fois. 8 rangs après la virgule. Voyez, et qu'est-ce qui se passe? Dans le cas précis, nous atteignons la taille d'un virus. Un peu comme le virus Corona qui a décimé certains de nos contemporains avec cette maladie, cette pandémie du coronavirus. Déjà que si à cette échelle, il nous faut un microscope, que dira-t-on de cette échelle où il faut un microscope électronique? Que dira-t-on de cette échelle? Mais ce virus que vous voyez, il est fait de quelque chose, d'une chose qu'on appelle l'atome, parce que c'est l'élément constitutif de tout ce qu'il y a dans ce monde. Maintenant, descendons encore un peu plus. Ici, nous étions à moins 100 millions. Maintenant, descendons ici à moins 10 milliards. Et à moins 10 milliards, notre monsieur qui au départ mesurait 1,88 m, qu'on a réduit au facteur 1 de 1 mètre, si on le réduit 10 milliards de fois, nous atteignons la taille d'une molécule d'eau. Mais à cette échelle, nous sommes très loin de ce qu'est un atome. Poursuivons notre descente, voyez, parce qu'un verre d'eau que vous voyez ici contient des milliards de molécules d'eau, et une molécule d'eau, par exemple, prenons seulement le cas de l'eau, c'est une formule dont tout le monde en est familier, c'est H2O, et voyez-vous qu'il est composé d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Mais si nous descendons maintenant à 10 exposant moins 11, c'est-à-dire 100 millions de fois, 100 millions de fois, nous atteignons ce que nous appelons l'atome. Voici la taille d'un atome. Il faut me prendre, me réduire 100 millions de fois, et à cette échelle, on n'est plus en mesure de voir si ce n'est qu'avec des machines spécialisées. Donc, quelque chose qui serait infiniment petit, ayant la taille d'un atome, vous direz ça n'existe pas, ou bien ça a disparu parce que nos sens d'aujourd'hui, après la chute, ne savent pas percevoir ces choses si ce n'est qu'à l'aide des outils de la science moderne d'aujourd'hui. Et les humains, dans leurs recherches scientifiques, ont pu répertorier que sur Terre, il y a 119 éléments.
109 éléments. Et ces 109 éléments sont représentés dans un tableau périodique des éléments chimiques, ou bien appelé communément le tableau de Mendeleev, qui reprend et qui essaye de tous les énumérer, donnant des informations précieuses à l'industrie chimique d'aujourd'hui. On peut voir l'hydrogène, on peut voir l'hydrogène qui se trouve ici, on peut voir le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hélium, le fluor, le néant, et ainsi de suite. Voici les découvertes qui motivent les découvertes ou bien les réalisations de l'homme scientifique d'aujourd'hui. Et cet atome que nous avons vu comme cela, il est composé de plusieurs choses. Lorsque nous allons un peu plus près, nous représentons cela comme ceci. Un atome est fait de protons, il est fait de neutrons et il est fait d'électrons qui gravitent autour. Le noyau que vous voyez au milieu, le noyau qui est représenté ici, cette partie blanche, en fait, lorsque vous zoomez, vous trouvez que ce centre est composé de protons et de neutrons et dont les électrons gravitent tout autour. C'est ça notre physique et notre chimie moderne d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore tout. Si vous voulez connaître la taille du noyau, OK, la taille de ce noyau, il faut descendre encore. Et pour trouver la taille du noyau qui est ici, il faut descendre de 1, comment dire, 9 rangs à 10 exposant moins 15. 1 million, c'est 6 zéros. 1 milliard, c'est 9 zéros. 12 zéros, c'est 1 billion. Et 15 zéros, c'est 1 trillion, si je ne m'abuse. Donc, pour trouver la taille d'un noyau, du noyau d'un atome qui est composé de protons et de neutrons, il faut réduire cet atome du départ à 1 trillion de fois plus petit. Voyez-vous, à cette échelle, vous trouvez les éléments constitutifs de l'atome. Voyez-vous? Et c'est là que nous vous avions dit précédemment que le noyau de cet atome, qui mesure 1 trillion de fois plus petit qu'un homme, voyez-vous, est composé de protons et de neutrons. Pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là, dans la compréhension de ce qu'est un atome, pour que vous puissiez suivre convenablement ce qui suit. Lorsque la parole dit, lorsque le frère Branham a dit, voilà ce monde, s'il a été formé de fragments d'atomes qui se sont détachés du soleil là-bas avant qu'il ne soit ce qu'il est, alors si cet amas d'atomes, si cette terre est composée de fragments d'atomes, donc cette terre est composée d'éléments dont la taille est de 1 trillion de fois plus petit qu'un être humain, mais imaginez le nombre de ces choses, en quelle quantité ils doivent être pour former cette masse de terre que nous appelons notre planète Terre. Et lorsqu'on vous dit que ce n'était qu'un fragment d'atome qui s'est détaché du Soleil, c'est parce que cette grosse masse, cette boule de feu qu'on appelle le Soleil, vous ne saurez pas compter le nombre d'atomes mesurant 1 trillion de fois plus petit. Ce sont des quantités que la langue humaine ne peut concevoir ou ne peut quantifier, voyez-vous. Et c'est ça de quoi est fait la Terre, d'éléments constitutifs. Maintenant, si nous devons finir la citation, parce que nous avions commencé cela ici, dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination au paragraphe 222. Et ce n'est que l'explication que j'ai intercalée qui nous permet maintenant de poursuivre la partie qui suit. Il dit, quand la grande pensée de Dieu décide de quelque chose, c'est un produit terminé. Quand Dieu a dit qu'il y est, voyez-vous, c'est déjà terminé, même si il lui fallut 100 milliards d'années avant que cela ne soit accompli.
Vous voyez que ici déjà, nous voyons que Dieu a dû croire en sa propre parole. La manifestation de ce monde que vous voyez, c'est l'expression de la voix de Dieu. C'est l'expression de la foi de Dieu. Voyez-vous,